Bonjour à tous, je suis Elodie Pallas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Castel, qui est le fondateur des boutiques multimarques Capoc à Hong Kong. Mais pour commencer, je vais juste ajouter un petit mot au sujet de cette interview. Comme vous le savez, elle est organisée dans le cadre de l'incubateur du French Design, qui est un programme de formation qui accompagne des équipes créatives tout au long d'une année composé de designers, de fabricants, d'éditeurs. Donc chaque mois, le French Design organise des ateliers thématiques. L'interview d'aujourd'hui, comme l'atelier qui se tiendra demain matin, sont articulés autour du thème du rayonnement français à l'international. Donc évidemment, on a pensé que la French Success Story de Capoc illustrait parfaitement le propos. Arnaud répondra aussi à vos questions à la fin de l'interview, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, stories sur IGTV. Capoc est une marque bien connue en Asie et pas uniquement, on va dire, pour la qualité ou l'originalité de son offre, également pour sa longévité. Parce que la marque vient de fêter ses 15 ans, ce qui est assez exceptionnel ici, il faut le souligner. Donc, il existe aujourd'hui 5 concept stores Capoc à Hong Kong, auxquels se sont ajoutées des boutiques dédiées à des marques comme ONS, Maison Kitsune, Officine Bully et bientôt un concept store, un showroom Vitra by Capoc. Donc, déjà, bienvenue Arnaud. Et je te remercie aujourd'hui. Tu vas évidemment nous raconter les coulisses de cette aventure, de l'aventure de Capoc, mais Oui, bien sûr. également de ton parcours et de ta connaissance approfondie du marché asiatique, parce que ça fait déjà, en dépit de ton jeune âge, un quart de siècle que tu es installé Oui, à Hong Kong. 25 ans ici. Donc justement, pourquoi Hong Kong? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, Hong Kong, c'est arrivé complètement par hasard. J'avais terminé mes études en France, hein, et j'avais choisi d'être coopérant, donc remplacer mon service militaire par un service civil. Donc j'ai cherché à aller à l'étranger. À ce moment-là, j'étais prêt à prendre n'importe quelle expérience et j'ai des interviews dans le domaine de la banque, une banque qui s'appelle Banque Indo-Suez. Et ça s'est passé de manière complètement par hasard. La veille de mon dernier entretien, à côté de chez moi, il y avait un très beau cinéma et j'étais attiré par l'affiche. C'est un film de Wong Kar-wai qui s'appelle Chungking Express. Donc je suis sorti de là, j'étais plein d'énergie, super bonne humeur. Et le lendemain, quand ils m'ont demandé où est-ce que vous voulez partir, travailler à l'étranger, j'ai raconté une histoire complètement différente, très professionnelle, hein, en expliquant pourquoi je voulais venir à Hong Kong. Et donc je suis arrivé ici début 96. Voilà. Donc, auparavant, j'avais jamais visité l'Asie. Je connaissais juste par des films et des bouquins. Voilà. Et parle-nous justement de ton activité chez Indosuez, parce que je crois que tu t'es quand même assez focalisé sur le retail, justement. Oui, oui. Donc, j'ai eu de la chance. C'était travailler en fusion-acquisition où, en fait, la plupart des clients pour lesquels je travaillais, c'était dans le domaine du retail. Donc, plutôt de la grande consommation, Carrefour, etc., Casino. Mais je travaillais aussi sur des projets plus entertainment, donc le projet de Disneyland Hong Kong. Et j'ai eu de la chance, hein, donc j'ai fait ce boulot pendant 4 ans. Et c'est des projets qui m'ont mené un peu partout en Asie. Donc j'ai eu la chance de travailler non seulement à Hong Kong, mais à Taïwan, Philippines, Thaïlande, Corée. Et ça m'a permis de comprendre que voilà, l'Asie était très très différente, hein, et qu'on ne pouvait pas du tout tout simplifier. Voilà. Que tu ne peux pas appliquer effectivement la même formule partout. Non, les clients, les business models, hein, tout est différent quasiment entre chaque pays d'Asie. Il faut faire Et vraiment attention à pas tout mélanger. à quel moment est-ce que tu t'es dit, j'ai amassé suffisamment de connaissances, je vais me lancer, je vais créer ma propre activité? Euh, Disons qu'au bout de 4 ans, j'ai allé travailler dans une banque américaine pendant un an. J'ai absolument détesté.
C'était très difficile, hein. Pas de bonnes relations de travail et pas beaucoup de boulot. Et je sentais que c'était pas non plus ma vocation. Et en fait, un jour, suite à une fusion entre deux banques, tout mon département a été annulé. Donc j'ai été licencié et c'est là, ça a été le déclic. Il faut absolument que je fasse autre chose. C'est pas du tout ce que je veux faire dans la vie. Voilà. Et C'était l'étape assez clair. Au bout de 4-5 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'ai beaucoup appris, hein, et je ne regrette pas du tout. C'était une super expérience à cet âge-là. Mais c'est aussi une vie assez confortable. Et si on ne s'en sort pas trop tôt, plus on attend, plus c'est compliqué de quitter cet univers. Donc, je suis très content de l'avoir fait assez tôt. Mais l'étape qui a suivi, c'était pas encore Capoc. Non, Il y a eu non, des... j'ai bossé pour une marque qui s'appelle Lomographie, des appareils Lomo. Donc, c'est une marque d'appareils photo qui ont des défauts. C'est des appareils photo russes et puis d'autres appareils photo qui sont quasiment comme des jouets. Et c'est une sorte de mouvement qui est né sur Internet. Donc, c'était vraiment des précurseurs. Ils avaient un business model qui était sur Internet. Et ils avaient beaucoup de demandes en Asie. Ils voulaient lancer leur activité ici en Asie. Donc, je les ai rencontrés, les fondateurs, ici à Hong Kong. Je devais bosser pour eux pour une mission juste pour ouvrir cette entreprise. Et finalement, c'est devenu un boulot à temps plein. Et j'ai fait ça en 2001 pendant 4 ans. C'était vraiment, c'est une bonne expérience parce que j'ai tout commencé, j'ai créé la société, trouvé les clients, voilà, trouver les entrepôts, la façon de distribuer, comment être représenté dans tous les pays. Tout ça en étant quand même encore salarié, donc c'était pas encore le grand saut en devenant entrepreneur. Donc c'était un peu l'école, hein, comment savoir ouvrir sa boîte avec un filet de sécurité. Et pareil, c'est là où j'ai la logique de cette entreprise, c'était qu'il fallait pas vendre des appareils photo dans des boutiques de photos. Il fallait vendre ça comme un objet plus, je dirais, lifestyle, et donc vendre dans des librairies design, des boutiques de design. Donc ça m'a permis de connaître tout ce réseau de boutiques en Asie. Voilà. Oui, oui. Pour ça, ça a dû effectivement t'aider ensuite à peaufiner le positionnement des produits que tu proposes chez Capoc, j'imagine. Ensuite, je Oui, crois qu'il y a eu pardon. l'étape suivante, c'était Moleskine, c'est ça? Voilà. Donc, l'homographie, c'est très bien passé. À la fin des 4-5 ans où on était là, l'Asie représentait quasiment 60% des ventes, hein, parce que ici, les gens prennent beaucoup de photos, de faire développer les photos, c'est pas très cher. Et il y avait toute une communauté qui s'était créée autour de l'homographie. Donc, j'étais très, très content, mais ça m'a aussi donné envie de finalement faire quelque chose moi-même. Donc j'ai bossé avec quelqu'un qui s'appelle Carlos Granon, qui faisait la même chose que moi au Japon. On bossait ensemble chez Lomographie et on a décidé, on va lancer notre propre société. Euh, je dois dire, c'est pas arrivé de suite parce on a eu 30 ou 40 idées qui n'ont pas abouti. Finalement, on a trouvé à Paris cette marque Moleskine, hein, les carnets. Bon, maintenant, c'est très célèbre, hein. À l'époque, c'était une toute petite boîte avec une quinzaine de personnes en Italie. Et on est allé les voir, on a dit voilà, on a vraiment un bon réseau de distribution, on connaît vraiment les bonnes personnes pour vendre Moleskine en Asie. Est-ce qu'on peut être votre distributeur? On a commencé sur un seul pays, Hong Kong. Puis chaque 6 mois, on a rajouté Singapour, le reste de l'Asie du Sud-Est, Taïwan, finalement le Japon et la Chine. C'est devenu quelque chose d'assez gros et on a bossé comme distributeur Moleskine pendant 10 ans, de 2004 à 2014. Et là, entre-temps, tu avais déjà monté ta propre structure de distribution. Voilà, donc c'est une société qui s'appelait Working Unit. On a distribué Moleskine, ça a été vraiment la grosse marque, mais on a distribué d'autres marques comme
Bellroy, qui sont des portefeuilles, Daniel Wellington, des montres, Rains, des imperméables et des sacs. Donc, c'était multimarque, hein, mais Moleskine était vraiment la plus grosse partie du business. Et qu'est-ce qui t'a décidé à créer Capoc, un concept store? Alors, Capoc, c'est arrivé un peu au début, donc c'était 2006. Au départ, pour Moleskine, je travaillais de ma chambre, hein, voilà, de chez moi, et bon, ça commençait à être un peu plus à fonctionner. Et donc, il était temps de trouver des bureaux. J'avais pas envie parce qu'on voulait vraiment représenter la marque comme quelque chose de pas conventionnel. Et pour lancer la marque, on travaillait beaucoup avec le milieu des journalistes, des designers, des architectes, etc. Donc, avoir un bureau normal dans une tour d'Hong Kong, ça m'intéressait pas. Donc, je cherchais un local un peu plus sympa. J'ai trouvé un local un peu dans une petite rue de Hong Kong, rez-de-chaussée, qui était un peu trop grand pour mes bureaux. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas en fait ouvrir une petite boutique, hein, parce que j'ai cet espace, je le trouve très bien. Et c'est comme ça que l'idée de Capoc est venue. Donc, mais bon, ça venait de quelque chose un peu plus long, hein. En fait, j'adore faire le shopping, hein, je dois dire. Donc, quand je rentrais à Paris, quand j'allais à Tokyo, j'allais toujours dans des boutiques de design, de déco, de vêtements. Je ramenais toujours beaucoup de choses. Et ici, c'était le désert complet, je trouvais. C'est une ville de shopping mall qui sont tous bâtis sur le même schéma, avec le rez-de-chaussée, du luxe, puis les marques moyennes de gamme, les marques mass market, et un food court, c'est tout pareil. Donc, les gens disent Hong Kong, c'est le paradis du shopping, et moi je trouvais que c'était l'ennui le plus total. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vais essayer de faire quelque chose de petit et changer un peu tout ça. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la première sélection que tu as faite pour la boutique, c'était vraiment uniquement des marques et des objets qui te plaisaient Oui, particulièrement. comme j'avais pas beaucoup, c'était quelque chose que je faisais en plus de mon boulot principal. C'était un peu pour me faire plaisir, en fait, hein, je dois dire, au départ, vraiment des objets que j'aimais et qu'on ne trouvait pas ici. Donc, il n'y avait pas, c'était pas censé devenir une véritable grosse entreprise. C'est Ah quelque non, chose que je faisais, voilà, pour vraiment. Je pense que j'ai la passion. J'ai toujours voulu ouvrir une boutique, hein. C'était un peu même quand j'étais gamin, mes parents me demandaient ce que je voulais faire. C'était, je voulais ouvrir une boutique de bonbons. Puis, quand j'étais ado, une librairie, une boutique de disques, hein. J'aime bien le côté social d'une boutique où on rencontre pas mal de personnes, où on découvre des choses. Donc, c'est quelque chose que je voulais faire. J'avais aucune idée que ça deviendrait un vrai business au départ. oui, je comprends. Je dois dire aussi, la respiration, il faut le reconnaître, hein, c'est quand même, même si on est un style à 100% différent, c'était Colette, hein. Voilà, quand je suis allé chez Colette la première fois, j'étais un peu soufflé. On ressentait des influences de choses que j'avais vues en Asie, où il y avait déjà du multimarque, mais il y avait une touche différente, assez personnelle. On n'a pas vraiment les mêmes goûts, c'est pas le même style, mais je me suis dit, voilà, c'est une façon hyper intéressante de faire vivre une boutique avec un point de vue où on sent vraiment le goût derrière et les préférences d'une personne. Donc, ça m'a ouvert les yeux et je me dis, voilà, à mon échelle et de façon différente, je vais faire quelque chose comme ça. Et alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce qu'il y en a forcément que tu as anticipé. On sait que les loyers sont très chers, par exemple, à Hong Kong, mais il y en a probablement auxquels tu t'attendais pas. Oui, disons, la première boutique, c'est vrai que quand on ouvre, la plupart des gens disent c'est toujours le plus important, c'est l'emplacement. Et c'était assez paumé en fait, hein. C'était vraiment
un quartier résidentiel où il n'y avait pas de boutique. Donc, j'avais un loyer très peu élevé. J'avais fait la déco moi-même. Donc, il n'y avait pas un gros risque. Mais c'est moi qui étais en boutique. Il y avait des jours où je croisais personne. Donc, je me suis dit, bon, dans quoi je me suis embarqué. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'organiser en fait des expos, des artistes, des designers locaux, de faire des soirées au moins deux fois par semaine. Et c'est devenu un endroit très très social. Donc moi, ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait de rencontrer du monde. Et j'ai été soutenu en fait vraiment beaucoup par les journalistes de Hong Kong. Donc, Donc, la chance que j'ai eue, en fait, c'est que même si moi, je suis pas né ici, mes clients, en fait, au départ, on était très souvent des clients de Hong Kong. Donc, j'ai pas eu le piège d'être genre magasin uniquement pour expats et ça permet de grandir. Si on est un peu étiqueté magasin pour expats, c'est difficile de trouver une clientèle plus large. J'ai eu des clients de Hong Kong quasiment depuis le départ. Les et, difficultés, j'en ai eu plein parce que après, quand ça a commencé à tourner cette première boutique, j'ai reçu un courrier qui disait voilà, votre immeuble est trop va être détruit parce qu'ils vont construire une tour. Donc j'ai dû déménager. À ce moment-là, j'ai failli me dire est-ce que je continue ou pas. Mais bon, j'avais déjà deviné que c'est ce que j'adorais faire. Donc ça a été assez clair, il faut que je continue. Euh, les grosses difficultés que j'ai eues, c'est ouais, des augmentations dans les boutiques suivantes, hein. J'ai eu parfois, comme ici, les loyers sont très courts, c'est 3 ans maximum. Donc, j'ai eu des augmentations de loyer de plus 100%. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est compliqué. Et le problème principal, c'est un étant multimarque. J'avais l'impression que tout se passait très bien. Mon business grandissait, mais je me suis retrouvé avec des stocks absolument énormes parce que je commençais à travailler avec 50. Maintenant, on travaille avec entre 150 et 200 marques. Donc, il a fallu, on pouvait plus faire ça au feeling. Il fallait garder le feeling et il fallait que j'aime, mais aussi des outils beaucoup plus puissants de management et de suivi. Donc, la boîte a failli s'arrêter plusieurs fois dans les 15 ans, je dois dire. Au moins 3-4 fois, il y a eu des alertes assez chaudes. et, et j'imagine parmi les contraintes, il y a aussi le fait que les clients peuvent se lasser de voir toujours les mêmes choses. Donc, comment est-ce que tu t'es organisé pour faire évoluer l'offre? Oui, voilà, les clients de toute façon ne sont pas. Enfin, on essaie qu'ils se sentent bien, mais si les produits ne changent pas assez, ils s'ennuient. Mais si le produit qu'ils aiment bien est plus là, ils sont fâchés. Donc, il faut essayer de jongler entre les deux. Mais c'est quelque chose enfin, que j'ai vraiment ressenti comme client. Je suis allé dans des super boutiques hein, où je me suis dit un peu partout dans le monde. J'ai vraiment accroché. Je dis c'est génial. Et j'y suis retourné un mois plus tard, 2 mois plus tard, et les produits étaient les mêmes. Et voilà, on arrête de revenir. Donc il y a vraiment un système où on a des marques qui sont non, vraiment des marques phares. Il y a des marques avec qui je travaille maintenant qu'on avait déjà au début de la boutique. Donc j'ai gardé 15 ans et on rajoute des nouveautés produits aux marques. Toutes les semaines, maintenant, il y a au moins une ou deux, au moins une marque nouvelle. Donc, il faut vraiment travailler, regarder que les rotations soient élevées. Et après, nous, on travaille sur toutes les catégories. Donc, on avait commencé plutôt maison et déco, mais il y a 15 ans, c'était trop tôt. Le client ne nous a pas suivis parce que la vie sociale en Asie se passe à l'extérieur. Les gens se rencontrent au resto. Donc, je me suis rendu compte qu'ils investissent sur leurs vêtements, leurs sacs. Ils ont une sorte de petits cocons d'objets qui transportent avec eux. L'arrivée de la maison, c'est quelque chose juste qu'il y a 2 ans à peu près ou 2-3 ans.
Donc, j'ai dû beaucoup changer les concepts de ce que j'ai vendu. Qui a évidemment explosé avec la pandémie, j'imagine. Oui, il y a eu, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées à la fois, mais vraiment maintenant, voilà, la pandémie, ça a été l'accélérateur. Il y avait quand même des tendances sur investir dans une maison, dans la déco, un truc plus confortable. Mais voilà, maintenant, quand les gens tout d'un coup se sont retrouvés bloqués chez eux plusieurs mois, ils se sont dit, voilà, il y a un monde en dehors d'IKEA, il faut que je l'explore. Donc, tout ce qui est objets, meubles, bougies, etc., c'était un grand essor. Ouais. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler de l'importance des lieux aussi? Parce que les boutiques K-pop, pour ceux qui ne les connaissent pas, elles sont toujours dans des endroits très particuliers et il y a une adaptation qui est faite. Moi, j'ai connu K-pop à Singapour. Vous étiez Mhm. installé au Centre national de design, donc c'est déjà, ça dit déjà quelque chose. Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer comment, oui, il faut vraiment, au départ, enfin, maintenant la situation a changé, mais Hong Kong était une ville où les loyers sont vraiment hors de prix. C'est une des villes les plus chères du monde, donc les endroits est très concentré. Donc les endroits, voilà, Causeway Bay Central, les shopping malls les plus connus, c'était des loyers absolument que en tant qu'indépendant, en tant que multimarque qui a des marges beaucoup plus faibles que les monomarques, je ne pouvais pas y avoir accès. Donc j'ai cherché des lieux en fait qui étaient d'une certaine manière faciles d'accès, mais en dehors des centres les plus euh, voilà, les plus évidents. Donc là, ma boutique où je suis en ce moment, c'est un quartier qui s'appelle le quartier Star Street à Wan Chai. Donc il n'y a pas, c'est un peu, c'est à 5, bon, c'est quand même à 5 minutes du métro, mais c'est un quartier beaucoup plus calme où il n'y a pas de voiture. Et donc où les gens, c'est vraiment, il faut créer une destination. Donc on n'est pas complètement à 30 minutes, hein, mais on est un peu en dehors. Et donc, c'est aussi demander aux gens de faire un effort pour venir. Donc, et de leur demander d'un peu ralentir leur rythme. C'est une ville un peu frénétique. Donc, ici, il faut qu'ils s'arrêtent un petit peu. en même temps Euh, que il existe aussi une boutique K-pop au mall oui, K11, donc voilà. Donc, ça, c'était au départ. Bon, c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé à ouvrir ma première boutique, j'ai dit je déteste les chaînes de boutiques, hein, et je déteste les shopping malls. Donc, et un peu plus tard, je me suis rendu compte, bah, d'une certaine façon, si on veut, quand je me suis rendu compte que c'était l'activité que je préférais, que je voulais faire ma carrière, ma vie autour de K-pop, je me suis rendu compte assez vite hein, qu'il fallait grandir. Donc, pardon. on Pardon. a, on a perdu Arnaud. Pardon. Je me suis rendu compte qu'il fallait grandir et aussi parce que pour mes équipes, pour qu'elles aient des choses différentes à faire, moi je voulais pas m'ennuyer non plus, pour qu'elles puissent avoir une carrière dans notre société, pour que j'ai plus de stabilité, pour que j'ai. Il y a des marques avec qui j'ai envie de travailler et on était un peu trop minuscule. Donc voilà, je me suis fait à l'idée qu'on ne resterait pas une petite boutique, mais qu'il fallait grandir. Et quand il faut grandir, ben, parfois, à Hong Kong, il y a des quartiers où ben, faire des boutiques dans la rue, les rues sont pas, elles font pas Mais rêver, quoi. Donc il faut commencer à travailler parfois avec des shopping malls et il faut se dire voilà, on passe d'une seule boutique à 3 ou 5. Donc comment on fait pour que ça ne soit pas voilà, j'ai pas envie d'être une chaîne de magasins qui se ressemblent tous avec les mêmes produits, la même déco. Donc, comment on garde une identité, mais que chaque boutique s'adapte hein, au quartier, aux clients. Et bon, c'est assez marrant de faire ça, hein, je veux dire. dans le cas de K11, il faut préciser que ce n'est pas un centre commercial lambda. C'est vraiment
C'est Oui, censé. ils essayent, voilà. Leur premier qui est Eleven, ils ont appelé Art Mall. Le second, c'est Musia. Donc, il y a un côté où ils essayent d'être un peu plus artistique, lié avec l'artisanat. Donc, j'apprécie, hein, c'est pour ça que j'ai choisi d'y aller. Mais ça reste aussi un centre commercial. Il faut Une question importante, Arnaud. Est-ce que tu as le même profil de clientèle d'une boutique à l'autre? non, pas du tout. Il y a vraiment des gens très différents en âge. Donc, j'ai créé un profil de clients pour chaque boutique et des produits différents. Donc ici, la première boutique à Wanchai, c'est vraiment pour les découvreurs, les gens qui veulent des marques hyper nouvelles ou pas du tout connues. Et après, j'ai une autre boutique au Landmark où c'est une clientèle un peu plus luxe, disons. Donc, on va vers des produits un peu plus recherchés, des produits avec plus de savoir-faire, d'artisanat. Et maintenant, je suis à Causeway Bay, j'ai une clientèle un peu plus pop, un peu plus avec un peu plus d'humour, des choses un peu plus. Donc, on reste dans le fil directeur de Capoc, hein, le style, hein, mais on se permet des atmosphères différentes. Et alors, Et ça me permet aussi, parce que Hong Kong, ça reste très petit, si j'ai 5 fois la même boutique, eh ben, voilà, les gens vont se dire pourquoi je vais aller dans cette autre boutique-là alors que celle qui est à côté, j'ai les mêmes produits. Il faut créer l'envie hein, chez les gens de se déplacer, de visiter. il y a eu aussi des boutiques K-pop donc à Singapour et à Tokyo. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? Oui, oui, il y a même eu Taïwan. Hein, donc, Singapour, on l'a ouvert. J'avais ouvert mon site web et on avait plein de commandes de Singapour et de clients qui voilà, nous appelaient toujours quand est-ce que vous ouvrez à Singapour. C'est une ville assez enfin, non, différente et similaire de Hong Kong, les deux. Mais disons que c'est une ville où le niveau de vie est assez élevé, une ville internationale. Voilà, une ville à Hong Kong, c'est plus grand, il y a 7 millions, Singapour, je crois, 3. Il y a quand même des similarités. On peut bâtir le business 4, donc 4 millions, pardon. On peut bâtir le business de la même façon. Le Japon, c'était une envie parce que beaucoup d'inspiration m'était venue du Japon, qu'au moment de mon graphie, j'avais travaillé la moitié de mon temps à Tokyo. J'ai plein d'amis là-bas. On avait déjà une structure. J'adore la ville. Hein, et on s'est rendu compte que ben, il y a quand même des dieux de la boutique là-bas. Ils sont très forts et voilà, c'est quand même quelque chose, je pense maintenant, où il faut, moi, je visite mes boutiques tous les jours et bon, j'ai des équipes top, mais il faut vraiment être, c'est assez précis en fait. Il faut, parce que on crée une atmosphère où les gens se sentent euh, relax, ils découvrent. Il y a 100, 150 marques par boutique. Donc, s'il n'y a pas un suivi précis, ça peut partir très mal. Donc, c'est pour ça que finalement, je me suis reconcentré sur Hong Kong. Singapour, on l'a gardé le plus longtemps. Je dois dire, ça a été le Covid qui nous a condamnés là-bas. Mais voilà, donc pour l'instant, concentré sur Hong Kong et bien sûr, comme beaucoup de monde, on a poussé nos ventes en ligne. Et Ça a pendant été la un projet. vous avez ouvert de nouvelles boutiques. Il faudrait que tu nous parles un petit peu des boutiques dédiées, donc Officine Bully ou Maison Kitsune. Voilà. Et puis que tu nous parles aussi effectivement de ce showroom Vitra, parce que Hum, ça, c'est un petit peu inhabituel, c'est une vraie collaboration avec Vitra. oui. Donc, les boutiques monomarques, ça s'est fait très souvent parce que on, c'est des marques avec qui on travaillait déjà. Kitsune, j'ai commencé à travailler avec Kitsune très très tôt, il y a plus de 12 ans, 12-13 ans, donc très tôt même dans l'histoire de la marque.
Donc, je connaissais les équipes très bien, j'adorais la marque, nos clients aussi. Donc, au moment où ils ont ouvert au Japon, puis commencé à trouver Hong Kong, je les ai contactés et on a décidé de travailler ensemble. Donc, c'est complètement différent, hein, mais d'une certaine manière, c'est plus facile à gérer. Des multimarques. Pour Bully, il y a le créateur de la marque Ramdan qui venait souvent à Hong Kong, qui me connaissait par Capoc. ONS, c'est une marque de New York, de l'univers homme, qui en fait qui est aussi qui appartient à un des investisseurs qui me soutient. Donc, on a décidé d'ouvrir plusieurs boutiques pour eux. Et Vitra, c'est le dernier projet. Donc, c'est hyper intéressant. On a fait un Vitra, en fait, est une marque très connue à Hong Kong qui a fait beaucoup de grands projets pour des entreprises basées ici, pour l'aéroport, etc. Donc, très présent ici. Mais ils étaient présents que dans des showrooms un peu à l'extérieur de la ville. Et ils n'avaient aucune boutique dédiée. Et quand donc on a commencé, on a fait un pop-up pour eux pendant 3 mois au Landmark, et suite à ce pop-up, ça a donné une idée de faire une boutique. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est pas une boutique juste Vitra, ça s'appelle Vitra at Capoc, Vitra chez Capoc. Donc pour nous, ça nous permet de mélanger l'univers de Vitra avec beaucoup de marques de déco, maison, senteurs, cadeaux. Donc, mélangé à l'univers Capoc. Donc, pour nous, c'est ça nous permet on aime bien cet univers en fait multimarque. Ça donne beaucoup de découvertes. Et pour Vitra, en fait, je pense qu'il voulait éviter un magasin de showroom parfois peut être magnifique, mais un peu vide. Et il voulait vraiment connecter avec les clients de Hong Kong et il voulait que les clients utilisent et découvrent le produit, pas juste avec une très belle showroom qui est un peu intimidante, mais vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a un coin librairie, bookstore où les gens vont pouvoir s'asseoir, bouquiner, un coin une cafétéria, un coin un gift shop, on a les accessoires de Vitra mélangés avec d'autres. Donc ça permettra à faire quelque chose de beaucoup plus vivant qu'un showroom de meubles habituel. Et les gens vont vraiment s'asseoir sur les chaises, toucher les produits, les tables et vraiment créer quelque chose de beaucoup plus sentimental ou plus voilà, avec la marque. Donc, c'est une expérience nouvelle. On ouvre à la fin du mois de mai. Donc, voilà, il faudra visiter, j'espère, un jour Hong Kong et vous verrez comment on arrive à faire ça. Arnaud, si on se concentre un petit peu sur le thème du rayonnement français à l'international, est-ce que Oui. toi, tu as remarqué, lorsque tu présentes des marques françaises, tu vois qu'il y a une différence, une vraie touche de séduction avec les marques françaises? Est-ce que la French Touch, est-ce que la clientèle y est réellement sensible? Est-ce que c'est Il y a, il y comment? a un, il y a un capital très fort en Asie encore sur la France, hein. Donc quand j'ai ouvert les boutiques, il y a une idée que voilà, mon éducation française et l'exposition que j'ai eue en France à l'art, la culture, le design, je sais qu'il y avait un certain bon goût qui était un peu naturel. Donc, quand les gens m'ont dit ça, j'ai dit bien sûr, comme je ouvrais ma boutique, je n'ai pas dit le contraire, hein, mais il y a vraiment une image très positive de la France. Ensuite, il faut, je pense, passer un peu à autre chose parce que il y a des gros groupes de luxe qui sont tellement énormes qui imposent une image peut-être très étroite de la France qui est liée plus à quelque chose de luxe et il faut montrer que voilà, il y a quelque chose en dehors de Louis Vuitton et Hermès et qu'il y a une richesse, hein, il y a des produits français à tout niveau de style et de gamme. Il faut arriver à montrer que c'est plus riche que l'image un peu
formaté de Paris et d'un certain domaine français très étroit. Donc, c'est une très bonne image, il y a un attrait de la French Touch, mais c'est aussi très restreint. Donc, moi, j'ai voulu quand même montrer. Déjà, j'ai voulu que Capoc soit international. Donc, étant français, j'allais en France très souvent, j'ai plein de marques françaises, mais mélangé avec des marques asiatiques, européennes. C'est un magasin global qui donne envie de voyager, mais bien sûr, il y a beaucoup de marques françaises. Et Et les marques qui ont du succès, beaucoup sont des marques françaises. Oui, en termes de catégorie, tu penses que tu vas agrandir cette offre lifestyle, maison, mobilier à oui, travers le réseau? absolument. Euh, euh, C'était tout ce qui était mode et accessoires, ça faisait 60 à 2 tiers des ventes, hein, et maintenant c'est passé à 40. Donc je vais vraiment me concentrer. Un, parce que ça m'intéresse. Deux, parce que c'est pas encore très développé. Donc je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à faire. Donc il y a un magasin justement où j'avais une boutique pour cette marque ONS. On va déménager cette marque et je vais faire un magasin vraiment centré sur l'univers maison et déco. Euh, le client est intéressé, le client de Hong Kong, le client en Chine, voilà, c'est devenu leur passion. C'est maintenant communiquer, bah, c'était un peu délicat ici parce que les gens ont une relation très privée à leur maison, hein, donc on peut connaître des gens très bien et jamais être invité chez eux, c'est quelque chose qui change. Donc, ce que c'est des modes et accessoires, c'était une façon aux gens de montrer, voilà, j'appartiens à ce groupe, à cette tribu, et de vraiment exprimer qui ils sont. Ça existe encore, mais ils veulent vraiment. Il y a une idée où c'est pas uniquement montrer, mais vraiment centré sur soi-même, avoir une vie privée de meilleure qualité, mais aussi inviter les gens chez eux, ça commence à arriver. Donc, Oui, alors, les marques de maison, de déco deviennent une façon d'exprimer qui sont les gens, quels sont leurs goûts. Ça, c'est en train d'exploser en ce moment. ça fait partie des tendances que tu sens vraiment se dessiner. Absolument, oui, oui, c'est clair. Mm. Et tu m'avais parlé de désir d'expansion en Chine. Tu peux nous en dire un mot rapidement? Parce que malheureusement, je serais restée avec toi pendant des heures. Et je suis sûre que tu Je adores. parle trop. Oui, la Oui, Chine, bon, on n'était pas trop dépend. Pourquoi on s'en est sorti pendant cette année du Covid? C'était quand même, on s'était concentré sur le client de Hong Kong. Je m'étais toujours. C'est vrai qu'ici, tout s'est développé parce qu'il y avait des millions et des millions de touristes chinois qui venaient ici faire leur shopping parce qu'il y avait une offre très forte, un bon service, une ville agréable et des prix beaucoup plus bas parce qu'il n'y a pas de droits de douane, pas de TVA. Donc, certaines marques travaillaient 90% avec les clients de Chine continentale. Avec Covid, ces clients ont disparu, donc ces marques se sont trouvées en grande difficulté. Nous, ayant les clients Hong Kong au centre, on s'en est sorti, mais il y a une très grande curiosité des clients de Chine sur des marques niches. Ils sont hyper au courant, c'est-à-dire qu'il y a tout bah, des pages et des pages faites par des gens passionnés sur WeChat qui parlent de marques et on a des clients hyper pointus qui connaissent. Donc il faut que nous on connaisse les marques sur le bout des doigts parce qu'ils sont très au courant, très branchés, ils connaissent des petites marques. Donc on va commencer à travailler avec eux donc en ligne, hein, par notre site web, mais aussi en travaillant avec Taobao, avec une boutique qui s'appelle Tmall, où on peut avoir l'univers de Kapok pour les clients chinois. Et à terme, je vais prendre mon temps hein, parce que il y a eu plein de success stories, mais plein de gens qui sont complètement qui ont eu des échecs. Donc, je vais faire les choses petit à petit, peut-être me connecter avec les gens qui sont dans ce qu'on appelle la Greater Bay Area. Donc, c'est toutes les villes autour de Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, etc. alors, Mais il y a une oui, appétit pour des marques et une passion, en fait, de plein de gens pour des marques que moi j'adore. Donc, c'est hyper tentant d'aller vers ce marché.
Dis-moi, en te basant sur l'expérience que tu as, parce qu'évidemment, le marché asiatique aujourd'hui n'a rien à voir avec le marché tel qu'il était il y a 15 ans, quand tu t'es lancé avec Ouais. Capcom. Tu Yes, avais oui. un conseil essentiel à donner à des jeunes marques françaises ou à des designers français désireux de se lancer en Asie. Quel serait-il? Oui, un, c'est de ne pas hésiter. Il y a vraiment un tel appétit, un tel enthousiasme. Euh, Très souvent, moi, j'ai lancé des marques très peu connues. On était la seule boutique quasiment dans le monde à vendre, mais si les gens connaissent la qualité des produits et sont intéressés par des histoires, mais il faut que ça soit des histoires un peu différentes. C'est-à-dire, si c'est l'histoire, on a un savoir-faire depuis blablabla et on fait ça, ben c'est super, hein, et j'admire plein de marques qui ont ce savoir-faire, mais cette façon de faire du marketing a été faite et refaite et refaite, et les clients veulent plus. Donc, c'est bien, c'est génial d'avoir ce savoir-faire, d'avoir ces techniques, mais il faut aussi montrer que il y a un lien avec la modernité, avec ce qui se fait en ce moment. Et c'est bien d'avoir cette histoire, mais c'est pas suffisant. Il faut raconter des choses plus actuelles. Et aussi, il faut souvent quand je travaille avec des marques, c'est vrai qu'il y a en France, un peu partout, il y a des gourous, des spécialistes de la Chine. Il y en a qui sont super, qui connaissent très bien, et puis il y en a qui racontent un peu toujours la même histoire. Et il faut s'en méfier. Euh, j'ai vu plein de fois des super marques qui m'ont dit ah on a fait un nouveau produit pour la Chine, voilà, et c'est vraiment des clichés. Voilà, c'est comme ils avec du rouge, avec de l'or, avec des symboles. C'est comme s'il y avait une marque chinoise qui arrivait en disant ah on a fait quelque chose pour la France et qui mettent une baguette et une tour Eiffel. Voilà, ça. Ils vont pas aimer ça les clients chinois. Il faut quand même faire l'effort de comprendre. C'est un marché hyper dynamique, hein, et il y a plein de. C'est vrai qu'il y a une partie du marché qui est très show-off, qui aime les signes extérieurs de richesse, mais c'est pas tout, c'est très vaste. Il y a plein de sous-parties et il faut, je pense, passer du temps, être curieux et avoir une attitude. Si les marques se disent, voilà, ça marche pas très bien en Europe, mais ils voient la Chine comme avec des yeux, avec des dollars, en disant, voilà, on va gagner plein d'argent là-bas sans chercher vraiment à connecter, à comprendre et à apprécier, bah, ils s'en rendent compte, les gens. Donc, il faut, je vous donne le conseil d'essayer. L'Asie est hyper dynamique, il y a plein de marchés différents. Ce n'est pas forcément la Chine, ça peut être des marchés d'Asie du Sud-Est, mais il faut il faut faire l'effort de comprendre le client et de passer du temps pour développer les bons produits. Oui, très bon conseil. Merci beaucoup, Arnaud. Je pense qu'on va être obligé d'arrêter là. Tu Ok, vas pouvoir poser des questions. On va prendre d'accord. Oui, je suis là pour répondre aux questions. Merci beaucoup. au fond de la vidéo. En tout cas, vraiment merci infiniment. C'était passionnant. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps avec toi et je suis sûre qu'il y a Voilà, mais beaucoup. les gens peuvent me contacter sur mon Instagram, Arnaud Capoc, l'Instagram de Capoc. Je suis là pour répondre aux questions. Je suis toujours intéressé de connecter avec des nouvelles marques et des nouveaux designers. Ta curiosité proverbiale, voilà, qui a probablement en grande partie fait le succès de Capoc. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Au revoir. Au À revoir. très vite.